Mon nom est Martin Thomas Côté, accompagné de Patrice Riverain et Alan Lévesque, et vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. Déjà le 5e podcast et je sens que ça va peut-être déraper comme la dernière fois dû à cette grande fatigue qui s'est installée. Les boys, mes injustes, comment ça va? Ah, c'est la grande forme, un petit peu fatigué, mais on est dans le très sérieux. On est resplendissant. Dans le rush des fêtes, d'abord, il y a beaucoup de nouvelles qui sortent, il y a beaucoup de films qui sortent, il y a beaucoup de stocks. On travaille tous dans des endroits où le rush est avant le temps des fêtes. Fait qu'on va se le dire, là. On est tous un peu épuisés, mais on a quand même trouvé le temps de lire tout ce qu'il y avait à lire, de regarder tout ce qu'il y avait à regarder. Et pour ceux qui s'attendent à une critique de Justice League, ce sera dans le prochain podcast. Je vais laisser les gens aussi, hein. Une critique que j'ai eue de la dernière fois, on est peut-être trop rapide pour le monde, hein. Beaucoup de monde qui ont écouté le podcast, qui n'avaient pas vu encore Thor Ragnarok la dernière fois, qui se sont dit « Laissez-nous le temps d'aller le voir ». Ouais, mais en même temps, on a donné le goût d'aller le voir à plein de monde. Ah, ça, c'est sûr. Mais on va peut-être se permettre un peu plus de spoilers. Puis comme Justice League, les critiques sont sorties. D'ailleurs, c'est assez particulier, ça, à la dernière minute, hein, pour essayer de ne pas décourager personne. De ce que moi, je sais pas si vous avez fait le tour, c'est positif, mais sur Rotten Tomatoes, c'est pas tant positif. Ben, c'est comme, je parlais un petit peu avec Patrice avant qu'on enregistre, c'est que oui, c'est pas positif, mais il faut si tu regardes chaque critique qui sont négatives, il y a toujours un « mais ». Oui, il y a un mais. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que ce mais-là est attitré à l'univers de DC, tu sais. Mais pour l'univers de DC, c'est correct. Ouais, c'est la doumitude de DC qui est encore là. Mais c'est ça. C'est comme... c'est un épée de Damoclès qui le pend au-dessus de la tête, puis il faut lui donner la chance au coureur, là, ouais, go, mais on va y aller. Non, mais c'est parce que ce que je veux dire par là, c'est comme s'ils avaient leur propre système d'appréciation. Dans les critères de DC, c'est acceptable. Mais dans le fond, ça veut dire que c'est pas si bon, là. Ben, le problème reste encore dans le gris. Ben, c'est exactement. Donc, j'ai bien hâte de voir ce film-là. Probablement, moi, je vais y aller demain, là, mais sinon, écoute, je pense que tu y allais samedi. Oui, effectivement, je vais samedi, je vais le voir à Québec en Ultra VX. Question de, si tant qu'à me casser, je vais me casser dans quelque chose de beau, là. Ouais, c'est bien correct. Hey, on va y aller tout de suite, puis on va se clencher nos Tornado News. Les Injustes. Hey, on commence ça en force tout de suite. D'abord, les nouvelles bandes-annonces. Il y en a pour les fins et les fous. D'abord, surprise, je pense que personne ne s'attendait à ça, la nouvelle bande-annonce, ou on peut appeler ça un teaser de Deadpool. C'est audacieux ce qu'ils ont fait quand même. Oui, mais si on compare avec tout ce qu'il y avait eu en promo avec le premier film, là, il y en avait tellement eu, là, jusqu'à décapiter un annonceur de TV. Là, il y allait avec Bob Ross à la cocaïne, c'était quand même original et très intéressant. Ben, original, mais en même temps, c'est pas un référent que tout le monde a. Là. Moi, je l'ai montré à des collègues à Job, puis ils ont fait de quoi ils se moquent. Tu sais, ben, c'est sûr que si t'as pas vraiment connu à la fin des années 80 ou autre, avec la télé communautaire américaine, là, t'as passé à côté de Bob Ross, mais c'était un grand classique. Je pense que n'importe qui a pas loin de 35 à 45 ans connaît Bob Ross. Regarde, moi, je suis le plus vieux, là, puis je le vénérais, moi, Bob Ross. Je tripais, je trouvais ça drôle de le voir. Ah. Puis tu sais, imagine-toi qu'une perruque de même, là, moi, ah oui, là. Il fait de la peinture, c'est toujours louche un peu. Mais le teaser, donc, on utilise ça comme trame. On nous a montré en cascade des images du nouveau film. Je pense que la plupart des personnages du premier film reviennent. On a en plus Cable qui va être là. Ça look. Ben, oui, je pense que ça look. De toute façon, je pense que tout ce qu'on a vu, c'était des guns se faire ramasser. Donc, c'était encore un indice que le film va être très violent. Là, mais bon. J'ai bien hâte de voir, puis ça reste dans le créneau qu'on nous a habitués. Puis j'aime beaucoup 20th Century Fox qui essaie de comment je pourrais dire, faire différemment. T'sais, on pourrait utiliser la vieille tactique de Apple, faire différent. C'est ça que j'aime, puis ils se démarquent. Ils l'ont fait avec Logan, ils l'ont fait avec X-Men, là, ils le font avec Deadpool. Je trouve ça intéressant. Si ça reste dans la même veine, je suis pas mal sûr que ça va être un succès, à moins que ça souffre du même problème que Guardians of the Galaxy, c'est-à-dire la surprise est passée. Ben, je leur souhaite, parce que c'est important que leur action monte, parce que c'est Disney pour les racheter, autant que ça soit payant pour raison. Ben, il faut. Puis, penses-tu que la transaction va arriver avant que le film sorte? Je penserais pas que ça va arriver, parce que dès que ça va rentrer là, au niveau des enquêtes pour la compétition, je suis pas sûr qu'aux États-Unis, ça va passer ce genre de transaction-là.
J'ai bien hâte de voir parce que là, évidemment, on en reparlera tout à l'heure dans le deuxième sujet. On va finir nos bandes annonces. Mais Rampage, c'est sorti tout à l'heure avec Dwayne Johnson. Je pensais que c'était la deuxième bande annonce de Jumanji. Non, ça fait 1 an que Dwayne Johnson parlait du fait qu'elle allait tourner un film sur Rampage. Pour les gens qui ne se situent pas tout à fait, dans les années 80, si vous êtes déjà rentré dans un arcade, vous avez tous déjà joué au jeu où il y avait un gros singe, un loup et un lézard qui détruisaient des villes en mangeant tout ce qui passait dans la place, tous les humains qui passaient dans la ville. C'était super le fun en passant. Là. C'est un grand classique. Ça a été adapté sur Nintendo, ça a été adapté même sur PlayStation, mais je pense que la dernière version qu'ils ont sortie, c'était sur PlayStation 3. Ça fait que, veux pas, ça a suivi... Là, moi, j'ai joué à celle de Sega, là, le premier, là, pas le Genesis, celui qui venait avant le Genesis. Oui, mais c'était toujours à peu près le même jeu, sauf que c'est ça. C'est un grand classique qui a passé à travers les âges, qu'à peu près tout le monde connaît. Puis ils ont décidé d'en faire un film. C'est juste que la bande-annonce, ça a l'air d'être un no-brainer d'action bête classique. Ce qui m'a tombé plus sur ses nerfs, c'est que les monstres, c'est vraiment des animaux qui ont été comme boostés génétiquement, qui sont devenus gros, plutôt que des humains qui ont été comme modifiés génétiquement puis sont devenus des gros monstres. Parce que c'est dans le jeu que tu crevais, tu redevenais le scientifique qui avait été empoisonné, qui était comme devenu le gros monstre. Oui, effectivement. C'est que là, ils ont modifié ça un petit peu. C'est de quoi avoir là, mais... En tout cas, il a l'air d'avoir des tanks, ça a l'air à gonner en masse, là, mais le choix de tune était parfait pour la bande-annonce. Pat l'a vu à bande-annonce, ça t'excite-tu le poil des bras? T'as pas l'air... moi, le poil des bras, oui. J'aime bien Dwayne Johnson, tu sais, regarde, je pense que j'ai vu tous ses films, puis c'est comme... Sérieux? Ben oui, sérieux. C'est quoi, c'est ton crush? Non! Mais c'est comme quand, dans les années 80... T'as vu Rapide et Dangereux? Ben oui. Écoute, t'es la deuxième personne dans la journée qui me pose la même question, qui me dit « Quoi, t'as vu Rapide et Dangereux? » Oui, puis j'ai aimé ça. Pardon? Hey, laisse-moi donc vivre. Moi aussi, j'adore ça. Non, mais t'es un malade. Mais non, mais écoute, j'ai même eu mon trip Steven Seagal des années 80. Ouais, mais là, il est moins fréquentable, Steven Seagal. Non, mais c'est comme quelqu'un là, qui poste à tous les mois là, des pics de Jean-Claude Van Damme. Okay. C'est le même croche louche. Là. OK. On va continuer avant que tu t'enfonces et qu'on perde les gens qui nous écoutent. Amazon, qui veulent probablement copier le modèle de CBS All Access, qui a eu un succès fulgurant avec Star Trek. C'est sûr que de passer de 0 abonnés à 3, c'est une augmentation de 300%, on va se le dire. Là, maintenant, Amazon a son service de streaming aussi et on a mis le paquet, mais ce qu'on a choisi, c'est Lord of the Rings. Bon coup, mauvais coup? Personnellement, là, avec les 15 personnes qui ont encore de l'intérêt par rapport à cette franchise-là, après s'être endormies après la dernière trilogie du Hobbit, je me pose de sérieuses questions sur pourquoi ils ont fait ça. Parce que, sérieusement, quand la première trilogie de Lord of the Rings est sortie, ça a été un hype. Tous les joueurs de Donjons Dragons viraient fou. On a sauté d'un bord puis de l'autre. On faisait comme, enfin, on a un film qui a du bon sens dans ce type d'univers-là. Et je pense que c'est un chef-d'œuvre qui transcende en même temps cette communauté-là. Là. Oui, effectivement, mais après, là, il a sorti le Hobbit. Hey, ça, c'est terrible. Hein? C'est vraiment terrible. J'ai même pas encore réussi à écouter le troisième. C'est le troisième que j'ai pas vu au cinéma dans toute la saga du Seigneur des Anneaux. Quand je suis sorti du deuxième, je me suis tellement ennuyé. J'ai tellement trouvé ça plate. Et là, ce que je comprends de la série, c'est qu'on se base sur du matériel qui va être original. J'ai plutôt l'impression qu'ils vont aller chercher, s'ils vont chercher dans les prequels, je sais pas s'ils vont faire des contes et légendes. En gros, ils vont après chercher toutes les cochonneries qu'on comprend pas du Silmarillion ou non, whatever. Tu peux pas commencer avec ça. Aller raconter la genèse de l'araignée qui est dans sa caverne, là, où tout le monde va faire pourquoi. Le bout de la Terre peuplé de Balrog ou encore le bout où il chante de la flûte, là, c'est comme ça qu'il crée l'univers. Peut-être un petit épisode d'une heure sur Tom Bombadil qui gambade en chantant aussi, là, ça va être génial. C'est horrible. Mais si on s'en va dans le stock original, on risque encore une fois de contredire la trilogie principale. On l'a déjà fait dans The Hobbit où ça avait juste aucun bon sens, mais j'y vois pas d'intérêt. Moi, j'en ai zéro. Hey, aucun c'est grave intérêt. ce que vous me dites là, les gars. Là. Aucun intérêt. Hey, ils vont mettre du cash là-dedans. Là. Je trouve que c'est une idée, je vais le dire franchement, là, c'est une idée de marde. Parce que Lord of the Rings, là, tu sais, là, t'as une histoire en soi, t'as un début, t'as une fin, puis là, t'as quelqu'un qui rajoute, puis qui rajoute, puis qui rajoute. Hey, le Hobbit, là, c'est un tout petit livre, hein, le Hobbit, à la base. Puis là, ils l'ont grossi en augmentant, en prenant des portions de telle autre affaire, en prenant tel truc des contes inachevés, en reprenant un autre... Puis là, écoute, le troisième, là, il est atroce. Ce qui est le fun, là, c'est que dans cette trilogie-là, tout le monde connaît Sauron, tout le monde sait qu'il revient, mais dans Fellowship of the Ring, ils passent un film à se demander c'est qui revient. Ils sont surpris de savoir que c'est Sauron. Mais dans le Hobbit, hey, ils font juste que le confronter, ils font juste que se battre avec. Là.
Ah, puis la petite elfe qui couche avec le nain. Ah non, c'est vrai, elle a pas le temps. Ah, c'était tellement mauvais. Ah. Mais est-ce que de transférer cette franchise-là à Amazon, d'en faire une série, c'est pas un peu ce qu'on a fait lors de l'acquisition de Disney, que Disney a fait de Star Wars, c'est-à-dire enlever ce produit-là des mains de Peter Jackson le plus rapidement possible, s'il vous plaît? Mais c'est parce que là, il reparle c'est Christopher Tolkien qui quitte le projet. Donc, ça se peut que Peter Jackson réembarque. Non, il faut pas. Là. D'ailleurs, les héritiers de Tolkien ont détesté les Hobbits, là, les 3 films. Mais les héritiers, là... t'as bien beau être un héritier de telle affaire, quand tu te fais garrocher un carnet de chèques en avant de la face qui arrive d'Amazon... C'est sûr. Tu sais, on va avoir le beau-frère de Gandalf, l'arrière-grand-mère de Pipin. Puis là... non, pas... Lâche Pipin. On a eu des plaintes la dernière fois. Lâche il va revenir, là. Non. Si on a l'arrière-grand-père, c'est que le Comic-Con de Québec, l'année prochaine, il est booké. Ah, c'est clair. Non, trop tard. Pipin, ils l'ont eu cette année, ils pourront pas le revoir. Là, il va devenir big. Il va être rendu trop big à cause de la série. Mais j'ai hâte de voir. Écoute, je vais laisser une chance au coureur. Il y a beaucoup d'argent qui va être mis là-dedans. On parle là, de proportion à la Game of Thrones. Mais vraiment, je pense que ce qui va arriver, assurément, c'est que pour quelqu'un comme nous, de geek, ça va coûter cher. Tu vas avoir CBS All Access pour les gens des États-Unis. Tu vas avoir Netflix. Tu vas avoir le streaming de Disney. Tu vas avoir maintenant Amazon avec Lord of the Rings. À un moment donné, il y a du monde qui suivront plus. Là. Il y a du monde qui suivront juste plus. Oui, effectivement. Puis en parlant de ça, je pense que c'est notre prochain jeu qu'on va embarquer justement dans le même ligne avec le Disney là, qui veut sortir sa série originale justement de Star Wars pour leur Netflix Disney. C'est le même principe, sauf que les autres, ils n'ont pas besoin d'injecter de l'argent. C'est déjà une propriété qu'ils ont. Sauf que c'est chose, c'est que chaque streaming va essayer d'avoir sa grosse série qui va chercher une niche de geek pour essayer d'aller chercher son monde pour s'abonner. Sauf que, comme tu as dit, à un moment donné... Là, c'est parce que quand on avait des postes spécialisés sur le câble, tous ces postes-là étaient fédérés sous le câbleau distributeur. Donc, tu sais, tu t'abonnes à un câbleau distributeur, tu choisis tes postes, merci. Le problème de ces systèmes de streaming-là, c'est qu'ils ne sont pas fédérés. Faut qu'ils marchent tous indépendamment l'un des autres. Tu sais, c'est quoi le gros problème? C'est qu'on est Canadiens. Entre autres, aussi. Parce que, tu sais, si tu t'en vas aux États-Unis, ta connexion Internet va te coûter 20$ par mois. C'est que même si tu as 2-3 sites à te rajouter là-dessus, ça ne paraîtra pas. C'est juste qu'ici, notre Internet coûte 90$ par mois. C'est que si tu rajoutes 30$ de streaming là-dessus, ça fait mal. J'ai un de mes chums qui a changé son char cette semaine. Il vient de réaliser puis de rentrer en 2017 qu'il n'y a plus de lecteur CD dans son char. Il n'était pas abonné à Spotify. Là, il vient de se rajouter un 10$. Là. Plus Netflix, plus ci, plus ça, plus... Écoute, les forfaits Internet, ça n'a juste aucun bon sens. Chez nous, la facture la plus énorme, c'est celle-là. Oui, comme tout le monde. Ça n'a juste aucun bon sens. Ouais. Tu parlais de Star Wars, nouvelle trilogie, pour ou contre? Est-ce qu'on devrait laisser tranquille? Est-ce qu'il va y avoir trop de films? Il y a des gens qui argumentaient en disant, écoutez, là, s'il y a 11 Star Trek, 7 Harry Potter, puis 23 James Bond, est-ce qu'il peut y avoir une vingtaine de films de Star Wars? Ben oui, c'est possible parce que l'univers est quand même étendu, sauf que encore une fois, ça va du gros milking. Là, ça fait que tant qu'ils vont en faire puis ils vont avoir de l'intérêt, mais sauf que là, c'est parce qu'on est rushé, tandis que Star Trek, il y a toujours des gros gaps entre les films. Tu sais, il y a une série de films qui sort, après on est 5, 6, 7 ans sans en entendre parler, tandis que là, Star Wars, on est à 1 par année. Puis là, à un moment donné, ça va faire Assassin's Creed. Là, il va sortir un film qui va avoir des glitches dedans, puis les effets spéciaux ne seront pas finis, puis le mode en ligne ne marchera pas. Là, c'est que ils vont se péter à la gueule, c'est sûr et certain éventuellement. Mais bon, tant que le cash va rentrer, puis ils vont abuser. On va y aller rapidement. The Crow, il y a eu... je veux que tu m'expliques, c'est vous autres qui m'êtes arrivé avec ça. Moi, j'ai pas suivi ça du tout. Ben, en fait, c'est le retour du projet d'un nouveau film avec The Crow. Là, c'est piloté par Jason Momoa qui veut reprendre le rôle. C'est le retour aussi du réalisateur qui avait été un pressenti. C'est Corinne Hardy qui avait fait... Et que j'ai eu peur. Je pensais que tu allais dire Colin Trevorrow. Ben non, inquiète-toi pas. C'est quelqu'un qui avait quand même fait des trucs qui étaient cool, là, puis qui rembarque là-dessus. Moi, je trippe, là. The Crow, là, ça a été, dans ce genre-là, un des premiers films de genre qui arrivait avec une trame sonore incluant plein de bandes trash qui nous garochait quelque chose par la gueule. Je me souviens de la critique de la trame sonore que Rajat avait faite, puis il avait capoté. Là. The Crow, là, c'est super trippant. Non, mais il n'y a pas une malédiction qui suit ce film-là ou un genre de truc que ça va jamais bien? C'est pas une malédiction en tant que telle. Ça reste quand même que Brandon Lee s'est fait tuer pendant le tournage. Ce qui est quand même un bon problème. C'est ça. Mais tu sais, de là à dire que c'est une malédiction, là, c'est pas comme Poltergeist où il y a plein de monde qui meurt à chaque fois qu'il tourne un film. Ça, c'est assez inquiétant d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui vous excite? Là? C'est quoi? Ils vont refaire le film? C'est encore un remake ou c'est non, juste mais
James O'Barr, à la base, bon, il avait fait... c'est comme un esprit qui s'incarne via ce corbeau-là pour une vengeance. Mais il y a eu plein d'itérations de ça. Là. Il y a eu une maîtresse de maternelle qui a été The Crow. Il y a eu une série de télé, puis 3 films. Là, donc, c'est jamais le même gars. Là. OK. Fait que là, ce serait une suite à tout ça ou juste quelque chose d'à côté ou de... C'est un reboot. Un reboot? C'est un reboot, puis je m'en fous c'est qui. Là. Ça peut être un mécanicien, ça peut être Joe, danseur nu chez O281. Ça n'a pas d'importance. Ce serait particulier, ça. L'idée, c'est le principe de la vengeance qui revient avec le Crow, avec l'icône, le personnage qui est cool. Donc, possibilité de voir ça en quelle année à peu près, si ça commence, si c'est les premiers balbutiements? Ça fait à peu près ça fait plus de 7 ans qu'ils essaient de faire ça. Ouais. Si on entend parler pour 2019, on est chanceux, sinon le projet va encore tomber. Là. Mais encore une fois, c'est un reboot d'un grand classique du cinéma, donc ça va être un projet casse-gueule. On y va avec, puis je termine avec ça, avec le monde du gaming, parce que c'est la sortie de Star Wars Battlefront 2. Vous allez me dire, vous avez parlé beaucoup de Star Wars, mais ce qui est important dans ce dossier-là, c'est surtout le fait que ça va devenir de plus en plus impossible de progresser dans un jeu sans sortir la palette. Oui, mais ça, c'est le phénomène EA qui est reconnu depuis plusieurs années. Même dans certains jeux qui avaient sorti dans le milieu des années 2000, on n'est qu'à passer à Dead Space, il y avait des affaires que tu payais, des microtransactions pour booster ton personnage et autres, puis ils ont toujours été très forts là-dessus. C'est qu'ils sortent un jeu, tu peux mettre 10 000 heures pour réussir à atteindre ton niveau ou tu peux mettre 300$ pour l'atteindre en 15 minutes. Ça fait que là, on est dans un univers qui est PvP avec des espèces de loot crate qui donnent des bonus à tes personnages, autant de la force que des points de vie. Ça fait que si tu mets 100$ dans le jeu, tu vas être déjà 3 fois plus fort que tous les autres qui vont jouer contre toi. Donc, tu te ramasses dans un niveau PvP qui est inégal parce que tu te ramasses dans du pay to win. Et déjà que tu payes ton jeu 90$, être obligé de repayer par après pour jouer là-dessus, parce que le principe d'un PVP, normalement, c'est de jouer pour gagner des points, pour réussir à gagner tes trucs. Sauf que là, ils mettent un système que tu crosses le système direct avec du cash. Est-ce qu'on a finalement atteint la limite qu'on ne devait pas passer? Parce que j'ai entendu des chiffres astronomiques. Là. J'ai entendu là, que 2500$ si tu veux vraiment progresser dans le jeu, vraiment là, de façon exponentielle. Est-ce que là, on a atteint un moment où, parce que là, il y a un mouvement de boycott, on a-tu atteint le point de rupture? On a atteint le point de rupture, ça fait très longtemps, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'au niveau de la communauté des gamers, c'est qu'on réalise plus que le prix des jeux de 80$ est irréaliste. S'il y a des Season Pass ou tout, ce que les jeux montent à 130 en montant, c'est parce que c'est le prix réaliste d'un jeu maintenant. Là. C'est parce qu'un jeu coûte plus cher qu'une méga production au cinéma à produire. Ça fait que si tu as juste 4 millions de personnes qui t'achètent ton jeu, mais qui t'a coûté peut-être 500 millions à produire, tu es en perte. Là. C'est que si tu sors pas quelque chose pour que le monde gaspille par après, tu n'auras plus de jeu par après. Voici les injustes. C'est un grand jour aujourd'hui parce qu'on va recevoir un invité bien spécial. Ça fait longtemps que je voulais le recevoir. Je suis content qu'il soit avec nous. Je vous ai parlé la semaine dernière de son dernier livre, Il y aura des morts, qui était à paraître au moment où je vous en ai parlé. Pat, tu as eu l'occasion de le placer sur les rayons, c'est fait? Oui, on l'a placé en roche. Comment ça s'est passé? Il y a eu beaucoup de monde. Ben, ça a été assez fou, là. Écoute, c'est un événement à chaque fois qu'il en sort un. Là. C'est normal. Ben, c'est effectivement. Puis c'est l'occasion aussi pour certains de se procurer ses anciens romans puis de se mettre à jour, de se mettre à la page. Moi, j'ai eu l'occasion de lire chez Alan, que tu es en train de le lire. Oui, j'en ai à peu près la moitié lu présentement, là, puis j'ai beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Fait qu'on a l'occasion aujourd'hui de recevoir Patrick Sénécal, le célèbre auteur de romans d'horreur, de suspense, de thriller, on peut dire ça comme ça. Patrick, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va bien, merci. Je suis vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, c'est quand même un nouveau livre. C'est presque un par année depuis quelques années. On t'a même comparé à Stephen King. Coudon, est-ce que tu as une armée de singes bonobos dans ton sous-sol qui écrivent pour toi? Ou Oui, c'est ça. Il va y avoir des rumeurs que je n'écris pas mes propres livres parce qu'on sait qu'aux États-Unis, il y a certaines personnes qui ont... des auteurs connus qui ont effectivement ce qu'on appelle des nègres, c'est-à-dire des gens qui écrivent pour eux. C'est pas un thème raciste, là. C'est le mot s'appelle comme ça. Mais non, c'est pas mon cas. Puis en même temps, quand tu écris à temps plein comme moi, écrire un roman par année, c'est pas si exceptionnel que ça. Là. C'est pas. Il y a quand même beaucoup d'auteurs qui travaillent, d'auteurs qui écrivent à temps plein et qui arrivent à en faire. Mais Michel Tremblay fait un roman par année. Là. Bon,
Ben, il faut le dire, donc, c'est ça, c'est que tu es à temps plein, tu es un des auteurs québécois qui vend beaucoup et qui peut vivre de son art. Exact. Puis c'est ça mon métier. Alors, si c'est mon métier que je l'exerce à temps plein, ben, je vois pas pourquoi je prendrais 5 ans pour écrire un roman. Ceci dit, j'en fais un par année parce que ça donne que je suis capable, mais là, tu vois, là, je viens de sortir celui-là, fait que pour qu'il y ait un autre de prêt en automne prochain, je vois pas trop comment je pourrais y arriver, là. Fait que j'ai comme l'impression que je vais sauter une année, mais bon, j'ai d'autres projets, ceci dit, là, il y a d'autres trucs qui s'en viennent. Mais un roman chez Allé, là, le roman traditionnel, annuel, de noir, d'horreur, thriller, l'automne prochain, peut-être que j'y arriverai pas. Mais tu sais, c'est pas grave, là. C'est 2 ans, ça sera 2 ans, là. Pas plus grave que ça. Oui, mais en même temps, les fans prennent le temps de le savourer. Ça te permet d'ouvrir la porte à un paquet d'autres gens qui vont découvrir ton style aussi, là. Oui. Mais les fans sont, si je me fie aux fans, les fans, ils voudraient que j'en sorte 4 par année. Ça, mais ça, c'est pas c'est... possible. Les fans... Ben, on en parle souvent, nous autres, des fans. C'est un peu capoté, un fan, là. Oui, mais c'est quand même flatteur. Je veux dire, moi, quand on me dit « Ah, vous n'en écrivez pas assez vite, on aimerait ça plus vite », bon, évidemment, ils disent pas ça très sérieusement. Ils savent bien que c'est pas possible, mais je le prends comme un compliment en voulant dire « Nous autres, on aimerait ça vous lire tout le temps. » Fait que je peux pas être mécontent de cette urgence-là. Mais en même temps, je vais pas me forcer à écrire un roman par année au prix que le roman soit moins bon, juste pour être sûr qu'il y en a un par année. Là. Alors, c'est dans ce piège-là que je ne veux pas tomber non plus. Ben justement, en parlant d'écriture du genre, là, je suis en train de lire « Il y aura des morts », puis ça, c'est un style quand même d'écriture qui est un petit peu particulier parce que là, c'est quand même un livre de plus de 500 pages et qui se déroule sur 36 heures et on suit un seul personnage. La question que j'ai par rapport à ça, c'est qu'au niveau de l'introspective, c'est parce qu'on est toujours sur le même personnage. Après plus de 500 pages, on n'est pas comme un petit peu tanné d'être dans la tête de Carl ou... en fait, c'est au lecteur, il faut demander ça. Si le lecteur il est tanné d'être dans sa tête, ben, c'est parce que j'ai manqué mon coup. Mais je savais pas, moi, que ça serait si long. En fait, j'avais pas prévu ça. J'ai été le premier surpris de ça. J'avais fait mon plan. Bon, évidemment, moi, j'ai toujours un plan. Je sais où est-ce que je m'en vais quand je commence un roman, mais je regardais mon plan. Bon, ça va durer 36 heures. Je savais que ça finissait... Ça commence le vendredi matin. Je savais que ça finissait le samedi vers 9h, 10h, 8h. Là, je savais pas l'heure exacte, mais à peu près. Fait que je me disais, bon, ben, ça, je pense qu'à 2 jours de poursuite de même, je pense que 300 pages, on va avoir fait le tour. Puis là, à un moment donné, ça avançait, puis je me rendais compte que, ben voyons, comment c'est que c'est long comme ça? Puis finalement, ben, c'est parce qu'on est toujours dans sa tête. On est toujours, tu sais, c'est presque comme un 24, là, la série 24. On est avec lui presque constamment. Les seuls moments qu'on n'est pas avec lui, c'est quand il dort. Puis il dort quand même pas beaucoup, là. Non, il y a toute une nuit, en fait. C'est ça. Il y a comme 4 heures, mais il s'endort de 11h, minuit moins quart, puis il se réveille vers 4h30 du matin. Ça c'est le seul gros trou là, que je passe rapidement. Mais sinon, on est avec lui toujours, puis il est toujours en train d'analyser, il est toujours en train de se dire, pendant qu'il sauve, il n'arrête pas de se dire, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi la logique de ce qui m'arrive? Il est toujours en train de réfléchir en même temps. Fait que moi, il faut que je passe par toute cette réflexion-là qu'il y a, parce que c'est cette réflexion-là qui va l'aider à comprendre ce qui lui arrive et à trouver des indices. Si je faisais juste suivre un gars qui court pendant 2 jours, mais qui réfléchit jamais puis fait juste se sauver, ben là, c'est pas un jeu vidéo là non plus. Là. Il y a un aspect jeu vidéo, mais il faut que mon personnage réfléchisse, réalise ce qui lui arrive, puis là, ben ça, c'est le côté dramatique, le côté psychologique qui embarque en même temps. Et je pense que c'est à cause de ça que le livre est long. Puis les scènes d'action, c'est sûrement les scènes d'action les plus précises que j'ai écrites dans ma vie. Là. Écoute, c'est très efficace, là. Très, très efficace. Moi, pendant que j'étais en train de le lire, ça se déroulait dans ma tête, puis c'était bien décrit, il n'y avait pas de longueur. Ça, je suis content parce que j'avais peur. Au début, là, toi, tu me dis ça, fait que ça me rassure. Il y en a une couple d'autres qui ont commencé à me dire ce qui est sorti, puis bon. Mais j'avais un petit peu peur que c'est-tu trop précis, là? Est-ce que les gens vont se tanner? Est-ce qu'ils vont dire, ben là, on a compris, là, chacun des coups de poing, chacun des coups de couteau, chacune des fuites, chacune des bancs par-dessus lesquels ils sautent, là. J'ai décrit tout ça. Mais pour moi, c'était important, mais je voulais être sûr que le monde ne s'emmerde pas. Là, tu me dis que ça marche, tu me dis que tu es avec lui tout le temps, ben... C'était ça le but. C'est la grosse mode actuellement, que ce soit au cinéma ou même dans les comic books, puis les univers partagés, sans en dire trop sur ton roman, parce que je ne veux pas gâcher de punch pour personne. Oui, je sais de quoi tu parles. Est-ce que tu te sens prisonnier de ton univers ou encore c'est quelque chose que tu aimes justement, de pouvoir partager un univers avec tous tes romans? Ah non, ça, j'aime ça. Moi c'est un des fun. Quand j'écris un roman, un des fun que j'ai, c'est me dire comment je peux faire un clin d'œil à un autre de mes romans. Bon, puis des fois, c'est juste des petits clins d'œil qui n'ont pas d'instance dramatique. Là, effectivement, sans dire c'est quoi, effectivement, c'est plus qu'un clin d'œil, là. C'est vraiment une référence à un autre roman qui tisse un fil puis qui rend encore ce monde-là plus inquiétant, plus tentaculaire, bon, tout ça. Non, c'est le fun parce que justement, comme je peux agrandir comme ça, comme mes romans peuvent tous se communiquer, puis
grandir, puis comme peut-être que le roman que je vais écrire dans 3-4 ans, il va y avoir un lien avec celui que j'ai écrit aujourd'hui, puis je ne sais même pas encore. Mais au contraire, c'est une espèce d'agrandissement infini. Là. Je peux grossir tant que je veux. Le jour où je vais me sentir prisonnier de mon univers, ben je vais arrêter de le faire. Là. J'en fais des fois des projets un peu parallèles pour justement essayer d'autres choses, avoir du fun ailleurs. Quand j'ai écrit l'Orphéon, ben c'était vraiment un autre truc. L'Orphéon, c'était la collection. En fait, mon roman, ça fait 15 minutes. Quand j'ai écrit... Bon, Contre Dieu, non, c'est un peu mon univers, mais la forme était différente. J'ai écrit une nouvelle érotique dans le recueil de Stéphane Dompierre. Là, je suis en train d'écrire une nouvelle. Un court roman d'à peu près 20 000 mots qui va sortir dans un collectif de 3 auteurs. Et c'est autre chose complètement aussi. Fait que des fois, je me permets justement d'aller faire autre chose pour me dérouiller un peu. Pas que je me rouille dans mes... Mais c'est toujours le fun de s'étonner un peu soi-même. Fait que, oui, justement, en parlant de changer un petit peu de routine ou pas, dans le dernier roman, tu as changé un petit peu le style parce que tu as travaillé sur le chaos, sur la perte de contrôle. Ouais. Avant, on était beaucoup dans la folie, dans le mal, et il y avait toujours des petits côtés sadiques un peu. Là, le côté sadique a un petit peu pris le bord, puis on est vraiment sur une perte de contrôle totale de personnage. C'est vraiment un sujet qui est différent de l'habitude. Oui, c'est vrai. J'avais abordé un petit peu le chaos dans Contre Dieu. Il y avait cet aspect-là aussi. Puis là, on dirait que je l'ai développé de façon plus explosive. Dans Contre Dieu, c'est un chaos intériorisé, puis dans ce roman-là, c'est un chaos vraiment extériorisé. Puis le côté sadique, en fait, c'est les tueurs qui courent après, puis qu'on essaie de comprendre leur motivation. Mais c'est sûr que mon personnage, il n'a pas l'impression d'être aux prises avec des gens sadiques ou des trucs d'horreur. Il a l'impression qu'il ne contrôle plus rien, comme tu dis, c'est ça. Et c'est ça pour lui le cauchemar, c'est ce qui les rend paranoïaques, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi tout ça lui arrive, et il ne comprend pas il mérite pas ça. Puis là, c'est l'espèce de réflexion sur est-ce qu'on a ce qu'on mérite dans la vie. Pas tout le temps. Puis ça, c'est une affaire qui m'obsède de plus en plus. Je sais pas si c'est le fait de vieillir qui m'amène à penser à ça, mais on dirait qu'en vieillissant, on se rend compte que moi, ma vie va bien, je suis chanceux, là, mais il y a des choses quand même qu'on contrôle pas. Puis des fois, c'est dans le bon sens. Des fois, il y a des choses qu'on n'a pas contrôlées qui sont bien le fun. Mais on dirait que plus tu vieillis, plus tu te rends compte que il y a bien des affaires que j'avais pas prévu que ça arriverait comme ça. Il y a 10 ans, là, si on m'avait dit tu vas être rendu là, telle place, j'aurais-tu cru à ça? Peut-être pas. Puis moi, c'est plutôt positif que je suis rendu, mais il y a des gens que c'est le contraire, qui leur arrive des affaires. On a eu des amis, moi, ma blonde, autour de nous autres, qui leur arrive des trucs, des fois, épouvantables, puis ils méritent pas ça, là. Fait que moi, cette espèce d'idée-là que crime, t'as beau faire tout ce que tu veux pour être en santé, t'as beau faire tout ce que tu veux pour être un bon gars, une bonne fille, t'as beau être un bon père de famille, t'as beau être... Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Il peut arriver n'importe quoi. Puis oui, c'est quelque chose que j'avais le goût d'explorer dans ce moment-là, à travers une bonne histoire. Là. Parlant des choses positives, parlant des choses positives qui t'arrivent, est-ce que le cinéma, la télé ou toute autre forme de média, pour toi, c'est terminé ou tu as encore des projets, tu as encore des choses qui gênent? Non, il y a des projets. C'est juste que je veux... Comment je dirais bien ça? Je veux plus mettre... Pour moi, la TV puis le cinéma, je veux que ça reste des bonus dans ma carrière. Je veux que ma vraie carrière soit celle d'écrivain. Parce que c'est celle que je maîtrise le mieux, c'est celle qui est la plus... celle qui a le moins de compromis, celle où je m'épanouis le plus comme artiste. Il y a toujours quelque chose de frustrant d'écrire le cinéma ou la télévision. Tout le temps. Parce que t'as pas le choix de faire des compromis, t'as pas le choix d'être à la merci d'un budget, d'être à la merci de contraintes. Bon, tu peux jamais faire complètement ce que tu veux. Parce c'est formidable. Pardon? Parce que c'est vrai que surtout aujourd'hui, là, notre cinéma de genre souffre tout le temps de la comparaison. Là. Oui, mais c'est ça. Mais la comparaison, c'est ça, c'est que c'est pas une bonne idée de faire une comparaison parce que il y a deux choses là-dedans. Si on veut faire du cinéma d'horreur comme les Américains, ben on va perdre. On va perdre parce qu'on n'a pas les moyens, puis on va avoir de les fous, tout simplement, parce qu'on va être cheap. Puis de toute façon, c'est une bonne idée de vouloir faire comme les Américains, point. Je veux dire, non, justement. Ils ont moyen de faire nos thèmes, moyen de faire nos bons. Fait que, par exemple, le dernier film de Robert Aubert, Les Affamés, qui est un film de zombies québécois. Oui. Moi, j'ai bien aimé ça, mais c'est sûr que si les kids de 18 ans vont voir ça en pensant à voir Walking Dead, ils vont sortir de là bien déçus, là. Ben, tu vois, en fin de semaine, j'ai eu l'occasion de voir Feuille morte, qui est un film post-apocalyptique à petit budget. Ils l'ont pas sorti encore en DVD. Les réalisateurs sont venus le présenter ici à Saguenay. Puis, tu sais, la qualité m'a étonné. J'ai fait, wow, c'est beau. Puis, tu sais, culturellement, il faut garder nos référents aussi. Dans ton roman, tu parles de Drummondville, puis ça m'a pas fait décrocher. Moi, j'ai l'impression que les gens, des fois, sont durs avec nos référents, sont durs avec notre culture, comme si, parce que ça se passe à Montréal ou parce que ça se passe à Drummondville ou parce que ça se passe au Saguenay, c'est automatiquement moins
plausible, plus Ça, c'est le cheap. réflexe premier qu'ils ont, mais s'ils embarquent dans l'histoire, ça les dérangera plus. Parce que moi, maintenant, mes fans, ceux qui m'aiment, ceux qui aiment mes romans, ils veulent que ça se passe au Québec. Ils veulent que ça se passe dans des endroits qu'ils peuvent reconnaître et tout ça. Mais c'est vrai qu'au départ, ça peut dire, c'est comme les zombies, là. Le premier réflexe, c'est, ben, on a des zombies au Québec, ça se peut pas. Ça n'a pas d'allure. Bon, on a une gang 125 élus à l'Assemblée nationale, mais en dehors d'eux autres, on n'a pas Il y a beaucoup. différentes sortes de zombies, effectivement. Exact, c'est vrai, ça. Ils tombent pas en morceaux, mais Non. grâce à eux, le pays tombe en morceaux, mais ça, c'est notre histoire. Mais c'est ça, moi, j'encourage le monde à aller voir le film des Affres parce que c'est un maudit bon film, mais c'est pas un film de zombies comme les Américains. C'est autre chose. C'est plus des zombies existentiels. C'est plus. Ouais, mais c'est. Effectivement, si on compare, c'est une erreur. Faut pas comparer. Mais c'est ça, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a notre identité propre. Tes romans sont inclusifs. C'est intéressant de se reconnaître dans des lieux, tout ça. C'est ce qui fait toute la force de notre culture québécoise par rapport à l'horreur, par rapport à la science-fiction, par rapport au cinéma policier ou des trucs comme ça. Oui, moi, je trouve ça génial, là. Puis moi, je pense que des artistes qui veulent... Je nommerai pas de nom, là. Benoît, j'aurais vraiment des noms à donner. Ben, en tout cas, il y a des réalisateurs, il y a des écrivains, il y a des artistes qui, pendant qu'ils créent quelque chose, ils sont déjà en train de penser à comment ce truc-là pourrait se vendre aux États-Unis, comment il pourrait être acheté par les Européens, comment il pourrait déjà avoir... Et ça, je trouve que c'est une erreur. Je pense qu'il faut écrire pour soi, il faut créer pour les gens d'ici. Et si ça marche ici, là, ça peut peut-être marcher ailleurs. Mais l'inverse, ça arrive jamais. Mais en Ouais. même temps, tu sais, on regarde, là, tu sais, Denis Villeneuve réussit à l'extérieur. Nos créateurs travaillent sur les effets spéciaux de X-Men. Oui, mais tu sais, Denis Villeneuve, il s'est fait reconnaître. Il s'est fait connaître parce qu'il a fait des films ici qui se sont fait remarquer à l'étranger. C'est ça qui est formidable. Tu sais, il n'a pas envoyé ses premiers scénarios à Los Angeles, Denis Villeneuve. Il a fait beaucoup de films ici au Québec où il s'est fait remarquer comme, oh, qui est intéressant. Là, il fait des choses, oui, québécoises, mais en même temps avec sa griffe à lui. Puis il y a quelqu'un qui a fini par remarquer ça à Hollywood, qui a dit, puis ce qui est fort de Denis Villeneuve à date, c'est qu'il garde son intégrité à travers tout ça, parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs étrangers qui ont été à Hollywood et qui se sont fait bouffer par la machine. Villeneuve réussit à avoir un assez bon contrôle de ce qu'il fait. Je suis sûr qu'il fait des compromis, tout le monde en fait. Puis je suis sûr qu'à Hollywood, il en fait plus qu'il aimerait, mais en même temps, quand tu regardes ses films, on sent quelque chose de personnel à Denis Villeneuve. Puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool qu'un Québécois puisse faire ça. Maintenant, ce que j'espère, par exemple, c'est qu'il va revenir faire des films ici. ben, on le souhaite tous que son expérience puisse profiter. Triste, oui, c'est ça. Ce qui serait triste, ça serait que là, il nous oublie, puis moi, je pense, puis j'y en veux pas, puis s'il était devant moi, il me dirait peut-être, non, Patrick, inquiète-toi pas, je ferai pas ça. Mais je pense que ça va être difficile pour lui de revenir faire des films ici, parce qu'il va se faire offrir des beaux gros jouets, là, à Hollywood. Ah, c'est clair. Fait qu'à un moment donné, as-tu le goût de revenir faire un film à 5 millions ici, quand que tu peux faire des films à 150 là-bas, à moins que tu veuilles faire un petit film intimiste, un petit film d'auteur psychologique, OK, mais Denis a toujours aimé les films de genre, il aime ça, les grosses machines, puis il est bon là-dedans. Fait que ça sera pas facile pour lui de revenir faire un film ici, mais il faudrait... Ben, c'est des gens qui peuvent aider, Patrick, sans vouloir, tu sais, puis je te mets dans cette catégorie-là aussi. À chaque fois que tu nous parles, à chaque fois que tu parles aux auditeurs, à chaque fois que tu parles aux gens autour de toi, tu sais, c'est d'aider aussi à justement conscientiser les gens, puis à leur dire, regarde, encouragez-le votre cinéma, encouragez-les vos auteurs, puis on va peut-être pouvoir justement produire à plus gros budget, tu sais. Oui, puis c'est pas encourager-le coûte que coûte, dans le sens que... Comment je dirais bien ça? Si c'est mauvais, c'est mauvais. Les dangereux, c'était mauvais, puis Hot Dog, c'était pas bon. Puis moi, je vais dire quelque chose qui va... Puis c'est pas la première fois que je dis ça, puis je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça quand je dis ça. Mais moi, je trouve que la moyenne des films québécois au bâton est pas forte. Vraiment pas. Je trouve que c'est pas fort comme moyenne au bâton, parce que notre système de financement de films étant ce qu'il est, ça coince, ça nous empêche d'être bien créatifs, bien imaginatifs. Donc, c'est pas vraiment la faute des créateurs. C'est la faute du système qui est mis en place. T'es pas le premier qui dit ça en fin de semaine. Là, tu vois, les réalisateurs qu'on a reçus à Frisson du Nord nous disaient la même chose. C'est pas qu'on n'a pas de bonnes idées, c'est pas qu'on n'a pas le talent, c'est qu'il y a vraiment un canevas qui est fait. Puis... Un canevas, on a des bâtons des roues. Moi, quand je présente un scénario de film, on va l'analyser avec la même grille d'analyse qu'on va analyser un film de Bernard Raymond ou un film de... J'ai rien contre Bernard Raymond, là. J'ai rien contre... Mais on fait pas la même chose. Fait que j'espère, parce qu'on va titrer ce soir Patrick Sénécal déteste Bernard Raymond. Non, c'est ça. Moi, je suis pas un fan de ces films, ça c'est dit, là, mais c'est pas... Ce cinéma-là a le droit d'exister, là. Bon, c'est un cinéma qui est bien fait et tout. Mais comment peut-on se poser comme analyste de film des questions qu'on se pose quand on analyse un scénario de Bernard Raymond, ou puis après ça, quand on analyse un de mes films? Je veux dire, on n'a pas les mêmes intentions. Moi, j'ai déjà dit à un des gars qui était à Sodec,
on dînait quelque part, puis j'avais dit, on parlait de ça, je dis, hey, votre système, il n'est pas évident, nanana. Je dis, tu te rends compte que si David Lynch était québécois, il n'aurait jamais pu financer un film avec le système que là. Il n'aurait jamais eu d'argent pour financer ses films. C'est tellement vrai. C'est tellement bien là, dit, là, c'est fou. Il m'a regardé, puis il a dit, t'as raison. Ben oui. Vous ne trouvez pas ça affolant comme constat? Ça vous ébranle pas un peu de savoir qu'un David Lynch québécois, peut-être en ce moment, Puis lui, sa réponse était non, si un David Lynch québécois quelque part, il va trouver moyen de se faire connaître en faisant autrement que par le système. Je trouve ça un peu facile comme réponse. Je te sens un peu amer. Est-ce que l'expérience que tu as eue avec les différents films qu'on a fait, tes scénarios, ça s'est pas passé vraiment comme tu voulais? Je peux pas être amer. Ça va trop bien, mon affaire. Je serais ingrat d'être amer. Ça serait terrible. Je suis pas amer. Je suis lucide, puis je suis prudent. Je suis amer. Je veux dire, le cinéma québécois, la manière qu'on fait de la télé et du cinéma au Québec me déçoit. Ça, je trouve ça décevant. Les 3 films que j'ai écrits, je trouve que c'est des miracles que ces films-là aient été faits, avec tous les bâtons dans les roues qu'on a eu et tout. Puis je trouve que sont assez réussis. Sur le seuil, je suis pas très content, puis c'est pas la faute d'Éric, c'est de ma faute à moi. Je trouve que le scénario il est tout croche, là. C'est mon premier scénario, puis je trouve que ça paraît. Les 2 autres, je suis bien content. Oui, il y a des trucs que je suis un peu déçu, dans le fait qu'on a des compromis, tout ça, mais sauf que on s'est tellement battu pour faire ces 2 films-là que s'il faut se battre de même à chaque fois qu'on fait un film, ça n'a pas de sens. Mm-hmm. C'est insensé. Est-ce que Netflix, par exemple, qui s'est engagé à produire du contenu québécois, ça peut être une avenue pour quelqu'un comme toi? Est-ce qu'ils sont engagés à produire du contenu québécois ou du contenu canadien? Ouais, du contenu canadien avec peut-être un peu de francophone. Ouais, j'ai bien hâte de voir ça. J'ai bien hâte de voir ça, parce que Netflix n'a pas beaucoup d'intérêt à produire au Canada des émissions francophones. Ils n'ont pas vraiment d'intérêt à ça, parce que c'est pas très exportable. En France, ils en produisent un peu, mais sont pas mal plus nombreux que nous autres, ça vaut la peine. Mais produire une émission en français québécois qui va être difficilement exportable, Netflix n'a pas beaucoup d'intérêt à produire là-dedans. Si je me trompe, moi, je suis le premier content, mais je suis pas si... parce que moi, si Netflix m'approchait, même si j'ai essayé un peu parce que je trouve qu'ils ne payent pas de taxes et tout ça, mais les vrais niaiseux là-dedans, c'est nous autres, c'est pas eux autres. Là. C'est nous autres de leur faire payer des taxes, c'est nous autres qui mettent... non, t'as raison. Ils ne mettront pas nos culottes, là. C'est bon, eux autres qui en profitent, sont pas caves. Mais si Netflix venait me voir et me disait hey, on produire un de tes shows, un de tes livres, peut-être qu'en mini-série, c'est Netflix, voyons, je peux pas dire non à ça. C'est une chance inespérée. Mais j'ai hâte de voir pour le francophone, là, je suis pas sûr qu'il va y avoir beaucoup de place pour ça. Mais moi, je veux bien me tromper. Hein. Je vais être le premier content si je me trompe. Mais heureusement pour toi, en tout cas, dans le côté littéraire, ça va bien. Ton livre se vend bien. Les gens, les critiques, en tout cas, autour de moi, ça va bien. Je suis vraiment content que tu aies pris du temps pour nous parler, Patrick. Puis bon succès, puis on va se reparler. Puis j'espère qu'on va se reparler. C'est toujours intéressant d'avoir une conversation avec toi. Merci, c'était bien le fun. Hey, merci. Hey, okay, merci, ciao. bonne soirée. Hey, bonne soirée. Bye-bye. Patrick Sénécal, qui est le célèbre auteur québécois, et on a parlé de son dernier livre, Il y aura des morts. Hey, plusieurs constats lucides de la part de Patrick Sénécal sur le cinéma, sur la télé, sur le livre, sur le genre, sur... vraiment intéressant. Ouais, effectivement, ça reste toujours le gros problème avec le cinéma ici. C'est subventionné, on n'a pas de maison de production, le privé n'est pas impliqué, donc direct en partant, ça tue l'art d'un coup. C'est clair, net et précis. Par contre, je partage pas tout à fait son opinion, puis j'ai pas voulu étirer la sauce pour rien, mais moi je pense qu'au contraire, Netflix aurait de l'intérêt si on est capable de leur prouver qu'on fait de l'aussi bon stock exportable. Tu sais, faire une série, la tourner en anglais, c'est pas le démon, là. T'as le droit de faire une série québécoise, la tourner en anglais. Si pour Netflix, c'est pour faire de quoi, il va aller sur le côté cheap de la production canadienne, Vancouver. Ah, c'est sûr, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il y aura des morts, tu vas terminer le livre bientôt? Oui, certainement que je vais finir ça bientôt. Pat, t'auras pas le choix. Ouais, moi je vais le commencer. T'auras pas le choix. The Force is with you, young Skywalker. But you are not a Jedi yet. C'est vraiment le podcast des bombes. Parce qu'il est tombé encore une grosse bombe dans le milieu du comic book. Quelqu'un qui est passé au côté obscur de la force, ou dans le bon côté de la force, voyez ça comme vous voulez. Il s'agit de l'auteur prolifique de Marvel, Brian Michael Bendis, qu'on a tous bien connu si vous êtes dans le monde des comics.
c'est quoi, c'est Avenger Disassemble, son premier? On l'a pas vraiment connu pour ça. Lui, on l'a surtout connu quand il a commencé avec Powers à l'époque. Après, il y a eu Alias. Et après, il est embarqué dans le mainstream de Marvel. Il est responsable, entre autres, de quoi? Ultimate Spider-Man? De The Ultimate? Oui, effectivement. Dont une série d'ailleurs où il y a un record parce qu'il avait fait 111 numéros consécutifs avec le même dessinateur qui était Mark Bagley. Ben, tu me disais, Pat, c'est carrément le mastermind de Marvel. Ah oui. C'est lui qui était à la tête de tous les gros story arcs, de tous les gros plots. C'est le cerveau, là. De House of M, de Civil War, de... Tous les gros major events qui arrivaient étaient sous son contrôle. S'il y avait un scénario qui sortait, s'il y avait un projet qui était intenté quelque part là-dedans, qui devait arriver, si ça ne cadrait pas dans l'immense organigramme de Bendis, ben ça passait pas. Et là, on va la donner, la nouvelle. Il passe chez DC Comics. Et moi, la grosse inquiétude ou la grosse interrogation que j'avais quand j'ai vu la signature de Bendis... Écoute, je pense que la dernière fois qu'on a vu ça, c'est quoi? C'est Jeff Loeb? Peut-être? Jim Lee? Quand t'es passé de Marvel à DC, qui a embarqué sur Batman Hush... Jeff Loeb aussi, qui était parti de Daredevil, puis de Marvel, puis qui était revenu chez DC. C'est des moves qui sont similaires. Plus ou moins, parce que Bendis, là, quand même, ça date d'avant 2005. Il avait commencé vraiment, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui, que si les Avengers sont populaires puis sont sur la map, c'est grâce à lui. Parce que justement, qu'il avait fait l'Avengers Disassemble, qu'il y a eu le House of M. Après, qu'il a lancé sa nouvelle série qui était les New Avengers, qui était dirigée par Luke Cage. Mais il faut lui donner ça, c'est parce qu'au niveau des personnages noirs qui étaient moins connus, il a mis beaucoup de personnages du genre sur la carte. Mais c'est un excellent auteur, sauf que justement, c'est qu'il y a eu un power trip qui était très monté parce qu'il a commencé dans le milieu des années 2000, ça allait très bien. Sauf que c'est lui qui a créé la manie chez Marvel du un méga event par année, où est-ce que les crossovers finissaient plus et où est-ce que la fatigue du lecteur s'est créée, pas par un manque d'intérêt. Oui, ça venait mauvais, mais ça, comme j'ai déjà dit par avant, ça coûtait tellement cher que ça n'a plus de bon sens. Et évidemment, il y a eu une copie chez DC. Moi, je crois que le mastermind chez DC, c'est depuis quelques années Geoff Johns, qui est encore chez DC Comics. Et là, on ajoute Bendis. Est-ce qu'on a une compagnie à deux têtes ou ça veut dire que Geoff Johns va s'éclipser tranquillement pas vite de chez DC? Geoff Johns, qui est déjà impliqué dans les séries TV, dans le cinéma, il est toujours là, sauf qu'il va toujours rester... ou même, j'ai l'impression qu'il va finir par devenir un éditeur en chef chez DC éventuellement. Mais Bendis, il a ses preuves à faire. Il ne prendra pas le contrôle. Là. Il va embarquer. Puis si DC est brillant, ils vont utiliser Bendis à son gros avantage. Ils vont lui donner un personnage qui est populaire, qui est gros, mais qui travaille seul. Parce que Bendis, il est fort quand il travaille sur un personnage qui est unique. N'importe qui va avoir lieu Alias, qui va passer sa run de Daredevil avec Alex Maliv, là, vont découvrir des chefs-d'œuvre au niveau de la bande dessinée, parce que s'il s'implique sur un personnage, il est capable de le maîtriser, puis bien le travailler, mais sauf que s'il embarque sur un groupe de personnages, et il se perd dans ses dialogues. Il est reconnu pour les bulles superposées, une par-dessus l'autre, avec des one-liners qui n'ont pas de bon sens, des conversations qui sont lourdes, qui mènent à rien. Puis les interactions de ces personnages sont souvent vides. Pat, le rêve, c'est quoi? C'est écrit par Bendis, dessiné par Jim Lee. Puis à quoi il devrait s'attaquer? Je laisserais Jim Lee de côté. J'irais chercher un jeune artiste, là, quelque chose un talent là, qui est émergent, qui est super cool. Donner de l'exposure à ce talent-là. C'est ça, exactement. Là. Il y a plein de jeunes dessinatrices là, délirantes là, dans l'écurie de DC là, qui font des affaires super le fun. Non, je sais pas. Moi, là, l'arrivée de Bendis, la présence de Geoff Johns, là, c'est comme l'épisode de Star Trek avec le Gorn. OK. Ah oui? Je pense qu'il y en a un des deux qui ne restera pas. Il y en a un de trop? Il y en a un de trop. Je pense que Bendis arrive avec son portfolio qui est c'est une Van Zero. Là. Ben, moi, j'ai vraiment l'impression que... Il est d'un statut hors norme. Oui. Il arrive là et il peut pas arriver puis de se faire dire, bon, ben, peux-tu nous remonter Aquaman? Ben, il jouera pas les seconds violons, c'est ce que je comprends. Il peut pas. Il faut qu'il arrive sur quelque chose de majeur. Il faut que le coup d'éclat
soit proportionnel sur une série qu'on va voir apparaître. Mais en même temps, c'est un clash. Ça veut dire que d'ici, on passe à un autre ère. Moi, j'ai l'impression qu'on a une cassure. Quand Bendis arrive, j'ai l'impression qu'on c'est tout un univers qu'on importe avec lui. Il a fait des commentaires, entre autres, sur, on se le cachera pas, la vache à lait de DC Comics, c'est Batman. Et l'un des commentaires que Bendis a fait, c'est « Je vais vous dresser la liste de ceux qui peuvent casser la gueule à Batman. On commence avec la lettre A. » Et là, il nomme un paquet de personnages. Il dit « Après ça, on va y aller avec la lettre B. » Il nomme un paquet de personnages. Il dit « Vous comprenez ce que je veux dire. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ça sera pas sur Batman qu'on va l'envoyer. Ben, c'est parce que Bendis, là, il est quand même reconnu pour être assez contrôle freak, totalitaire. Il a des idées bien arrêtées. S'il haït un personnage, ben il va l'haïr. Un point, c'est tout. Est-ce qu'il haït Batman? Est-ce que c'est pour teaser les gens? Parce que il y a une grande gueule aussi, Bendis. Je sais pas. Est-ce que on peut s'attendre peut-être à voir sortir quelque chose qui va être un coup d'éclat comme Death of Superman? Là? Oh! Quelque chose de majeur. C'est là. ça. Moi, je pense que l'arrivée de Bendis pourrait coïncider avec quelque chose d'aussi important et que ça pourrait être le moment où le pivot, là, où on va arriver puis on va dire, comme certains événements ont fait qu'on a passé du Golden au Silver Age, au Modern Age, etc. Là. Mais tu sais, quand tu es dans une écurie ou dans n'importe quel job, quand tu vois arriver quelqu'un de la compétition, quelqu'un de gros, moi, tu sais, je le sais, dans mon métier, là, quand on engage quelqu'un de la compétition qui s'en vient ici, on a tous peur pour nos jobs. Tu sais, je pense à Scott Snyder actuellement qui fait une belle job chez DC avec l'événement de Dark Knight Metal qui était devenu un peu, après Geoff Jones, l'auteur qu'on utilise pour les méga events puis pour mousser beaucoup de livres. Ils doivent être inquiets, ces gens-là, de voir arriver quelqu'un comme Bendis. Parce que tu sais qu'à partir du moment où ce gars-là se met les pieds dans la boîte, il n'y aura plus rien de pareil. Là. Alors, c'est certain qu'il y a une inquiétude là, qui va se faire sentir dans tous les bureaux, dans tous les studios. En même temps, il va y avoir du monde qui sont là depuis un certain temps qui vont se dire il arrive avec combien là, en poche, là, lui-là? Là? C'est quoi le méga contrat qu'il y a eu? Puis surtout aussi, parce que maintenant, les studios, ils ont des ententes d'exclusivité. Tu es signé là pour un bout, tu es cloisonné dans un certain carcan. Qu'est-ce que ça va donner, ça? Moi, ça m'intrigue. Pour Marvel, Alan, ça veut dire quoi? Parce que on sait que l'industrie du comic, ça va pas super bien. Il y en a même qui comparent la situation actuelle à celle du début des années 90. Est-ce que pour Marvel, ça veut dire une autre faillite? Ben, de toute façon, Marvel, ils sont encore de la frôler, là, ça va vraiment pas bien. Ce que ça veut dire pour Marvel, c'est que présentement, dans ce qu'ils ont fait en faisant le Legacy, en quelque sorte, je pense que c'était la porte pour sortir Bendis de tout ce qu'il faisait. Ça fait qu'en en recréant un petit peu leur univers de façon très aléatoire, parce que, tu sais, dans le fond, ils n'ont pas changé grand-chose, ils ont juste ressuscité 2 morts jusqu'à maintenant. Ben, là, Wolverine, entre autres. Et Jean Grey, ça fait que... Pour la, excuse-moi, 8754e fois. Ah, mais c'est un phénix, c'est normal. Puis elle est belle. Elle est Ouais, belle, ils sont elle pas doit longs. vivre. Ils ont ramené la version de 16 ans, là, ça fait que... Oh, là, Pat, ils- retire ton commentaire, Pat. Je me rétracte. Dis, je m'appelle Patrice Rivray et je n'ai pas dit ça. Je m'appelle Patrice Riverain et sous serment, je n'ai pas dit ça. Bon, on disait pour Marvel. Donc... Effectivement, sauf que là, c'est Marvel, il faut qu'ils réussissent à se réinventer. Je sais pas s'ils vont vraiment réussir parce que, encore dernièrement, je checkais le dernier preview qui avait sorti. Ils sont tellement éparpillés dans tout ce qu'ils font. Là. Ils sont encore en train de ruiner avec 3 teams d'Avengers différents. Ils ont leurs 4 teams dans l'espace. Ils ont leurs 8 teams de X-Men. C'est qu'à un moment donné, tu fais comme... Il n'y a plus rien qui marche là-dedans. Puis on pensait tous qu'en faisant un Legacy, il allait revenir à un ancien format où que, il y avait 2-3 séries d'X-Men, il y avait un Avenger, il y avait peut-être une série ou 2 dans l'espace. Quelque chose qui était plus rassemblé. Parce que là, ils sont encore éparpillés partout, puis ça n'a pas l'air d'être parti pour revenir. Parce que, oui, ils ont ramené Wolverine, mais Old Man Logan est encore là. Ça, c'est spécial. Ça. C'est parce qu'ils sont tous encore là. Ça fait que ils n'ont pas ramené le statu quo, ils ont juste rajouté du stock dans ce qu'il y avait déjà de trop. Et pourtant, on avait l'impression chez DC, outre Batman, on a réduit le nombre de titres. Au contraire, on a épuré la sélection chez DC. Là. Contrairement à ce que tu me racontes chez Marvel, on a réduit le temps de glace de bien des personnages, justement pour se concentrer sur les vaches à lait. Entre autres, Batman, là, il est partout. Là. Si tu veux vendre un livre, mets Batman. Ben, regarde, Marvel, présentement, je pense qu'ils ont 8 séries de Spider-Man. Parce que c'est leur vache à lait. Ben, effectivement, ils ont 12 Spider-Man différents. Il y en a 3 qui sont féminins, puis ils ont 2-3 Venom différents, puis ça n'arrête plus. Là. C'est parce qu'ils tirent sur leur vache à lait. Moi, ce que je dis, là, ça va prendre un Grant Morrison avec un Omega Sentinel. Oh boy! C'est
c'est quelque chose. Effectivement, ça a été le gros problème avec les X-Men. Tous les mutants qui avaient été créés en folie dans les années 90, Grant Morrison a embarqué ses X-Men, il a fait on est rendu avec 16,5 millions de mutants aux États-Unis. C'est pire que tout l'armement nucléaire de la planète. C'est que lui, il a pris la série X-Men, il a fait voici Genosha, l'île où 16 millions de mutants existent. Voici Omega Sentinel du tour de la page, 16 millions de morts. Ça règle bien des problèmes. Il n'y a pas une bataille. Tu as tourné la page. C'était dans New X-Men, ça, hein? Oui, c'était dans New X-Men. C'était à l'époque. Avec la sœur jumelle de Charles Xavier, là? Exactement. Ouais, là, je l'ai lu, ce run-là. Avec les X-Men, où ce que le monde a beaucoup chialé sur leur kit en cuir noir avec le jacket jaune. Oui. Puis c'est le bout où Emma Frost est la directrice de l'école, dans le fond. Oui, effectivement. Et c'est le bout où ce que Cyclope pourrait pogner Wolverine puis se sacrer à terre puis dire ta gueule, petite fille. Oui, mais c'était une bonne run, par exemple. C'était une très bonne run. C'était génial. C'était une très, très belle run. Puis il avait continué. C'était-tu lui qui était sur Astonishing X-Men? Non, Astonishing X-Men, c'est celui qui a suivi sa run-là parce que c'est Josh Whedon qui avait embarqué là-dessus. Là, c'était bon, là. Oui, effectivement, c'est à l'époque où les X-Men étaient bons, où Cyclope avait réussi à prendre sa place. Et à partir de là, ça a été une débandade totale. Bendis, est-ce que ça veut dire qu'il pourrait être lié au projet de cinéma de DC, donner un coup de main peut-être, ou encore... Absolument pas, parce qu'il n'est pas encore implémenté dedans, parce que j'ai l'impression que Bendis va embarquer, sauf qu'il embarquera... Je suis pas sûr qu'il va embarquer dans le mainstream tout de suite, là, c'est parce que... Oh, il y a un désaccord aussi, là. Pat, pourquoi il faut? Tu peux pas arriver aussi gros que ça, puis embarquer sur Détective Chimp. Détective Chimp. Non, mais pourquoi qu'il embarquerait pas sur un projet? À part, comme Jeff Loeb l'a déjà fait chez DC avec Batman, pourquoi il pourrait pas sortir son propre story arc? C'est un stand-alone. Ouais, mais attends, vous dites pas la même chose. Moi, ce que je pense, c'est que vous avez tous les deux raison. Il peut pas être sur Detective Champ, mais il faut que tu lui donnes un 12 numéros en dehors de la continuité. Effectivement. Puis c'est là que Bendis c'est fort qu'il ait fait quelque chose du genre. Si tu lui mets là, puis tu lui donnes un contrôle, il va réussir à faire sa marque puis rentrer parce que là, présentement, là, sont en plein milieu d'une réinvention d'ici. Ça fait que... Avec Rebirth. Avec Rebirth, ça fait que s'il faut un Bendis en plein milieu de tout ça, c'est parce que... Moi, je pense qu'effectivement, aussi pour les ventes, parce qu'une fois en TP, une run de 12 numéros, comme on fait avec Frank Miller, c'est bon pour les ventes, là. Ouais, ça veut dire que n'importe qui est chez Marvel, qui tripait sur Bendis, qui a décidé de traverser la clôture, mais qui n'a pas suivi nécessairement... T'sais, un peu comme moi, par exemple, si quelqu'un de chez DC traversait chez Marvel, moi, je suis pas au courant. Là, tu me parles de Marvel depuis tout à l'heure, moi, j'ai abandonné après Astonishing X-Men. Là, fait qu'il y a un gros bout que je suis pas au courant de ce qui se passe. Donc, t'es mieux peut-être avec quelque chose en dehors de la timeline, quelque chose de plus stand-alone ou dans la timeline, mais tu feras pas référence à rien de ce qui se passe autour. Oui, ça, c'est un point, là, je vous le donne. Un trade, 12 numéros, un truc qui va faire un best-seller de vente, qui va sortir des sentiers battus, là, puis qui va dire « Hey, fuck, Bendis sur DC », puis là, tout le monde va vouloir se l'arracher. Ouais. Ça, c'est une idée. Parce que c'est ce qu'on avait fait à Jim Lee. Jim Lee, on y avait donné Batman Hush. Puis, faut pas tomber dans le piège aussi de vouloir lui donner tous les personnages dans un seul story arc pour dire on veut ton take sur tout le monde dans les 12 premiers numéros de ta carrière chez DC. Parce que là, tu vas te planter. C'est sûr que tu vas te planter. Mais c'est Bendis, là. Bendis, là, c'est comme Galactus. Il mange des planètes. Il n'a pas toujours été comme ça, OK? On y donne qui? Je vous laisse, on se termine avec ça. On y donne qui? On y donne quoi? Moi... évidemment, je vous surprendrai pas, je veux le voir sur Batman. C'est sûr que je veux le voir, son take sur Batman, malgré tout ce qu'il a dit. Et justement, parce que ce qu'il a dit m'intrigue, j'aimerais le voir... peut-être que ce serait un casino royal pour Batman. Tu sais, un Batman plus vulnérable, un Batman moins omnipotent, un Batman moins je casse la gueule à tout le monde n'importe comment, n'importe quand. Tu sais, là, lui, il a déjà dit Superman qui se fait battre par Batman, c'est assez. Tu sais, peut-être que je serais curieux de le voir sur Batman. Moi aussi, j'aimerais ça, c'est parce que veux pas, Batman se rapproche beaucoup de Daredevil, et comme j'ai dit, la run de Bendis sur Daredevil a été incroyable. S'il préfère peut-être un Batman, puis il réussirait à aller chercher Alex Maliv, peut-être je serais l'homme le plus heureux du monde, mais ça me semblerait bien gros, ça arrive, mais je le verrais sur Superman, par exemple. Un personnage qui en a bavé depuis les... Écoute, c'est quand la dernière fois que Superman a été bon? Man of Steel de Byrne? For All Season. For All Season de Loeb. Ben, pour ça,
Ça fait longtemps qu'il est médiocre, Superman, là. Même la run qu'il avait faite avec Jim Lee. Azarello, c'était mauvais, là. C'était pas très bon. For Tomorrow, c'était très nul, là. For Tomorrow, c'était très bizarre. C'était pas... la dernière fois que j'ai eu du fun, c'était peut-être la mini-série pour le 75e anniversaire, où il y avait comme le deuxième Superman qui était là, décidé par Jim Lee. C'était un petit peu hors contexte, puis c'était pas mauvais, c'était super bien dessiné. Batman Superman de Jeff Loeb et Ed McGuinness, j'ai pas haï ça, mais encore là, c'est pas vraiment Superman. Ouais. Ben, sincèrement, sur Superman, ça serait un bon défi. Là. Ouais, ça serait un super beau défi. Moi, je vais sortir des sentiers Detective battus. Chimps. Non, GSC. Justice Society. Hey, C'est ça son serait genre. un- C'est son genre en C'est son tabarnouche. genre C'est vrai que C'est c'est son genre. des vieux héros, ressortir des personnages des terres alternatives qui arrivent, qui sont encore là, à nous garrocher quelque chose, là, touc, 12 numéros. Les Comme- rendre hype. Ouais, un délire comme un peu là, le projet que Marvel avait sorti avec The 12 ou des trucs de même. Là. Ça, moi, je coterais. Oh, que je pense que t'as... Hey, écoute, on va vérifier sur quoi il va être, puis on va se faire un petit pool à l'interne. See, madness, as you know, is like gravity. All it takes is a little push. Les injustes. Et juste avant de se laisser, on va faire notre segment Votre poison, les amis. On va commencer... Peut-être je commence par Alan, ton poison dans les dernières semaines. Qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu goûtes? Pour faire changement, je vais y aller dans les jeux vidéo parce que là, présentement, cette semaine, j'étais en train de faire le 2e épisode de Life is Strange Before the Storm, qui est en quelque sorte une suite prequel du jeu original qui était Life is Strange tout simplement. Excuse-moi, puis Pat, on est encore à Duck Hunt. Ouais, non, Pat, il sait exactement de quoi que je parle parce que ça fait 1 an et demi que j'ai Zachar pour qu'il fasse ce jeu-là, mais il met toujours sa select et il traîne de côté. En quelque sorte, c'est un jeu qui ressemble un petit peu à la Telltale pour les gens qui connaissent ça. C'est des jeux où tu suis une histoire, puis tu sais, c'est comme une aventure dont vous êtes les héros. Tu choisis les dialogues, puis chaque action a un impact sur l'histoire que tu vas vivre. C'est que c'est des jeux qui sont interactifs, tu sais, c'est pas des gros jeux d'action qui se bougent beaucoup. Sauf que lui, ça en était un de Square Enix, où dans le jeu principal, parce que je vais parler du premier qui était, à mon idée, le plus intéressant. Tu suis le personnage de Max, qui est une petite fille qui est un petit peu troublée, qui est un petit peu pognée seulement. Sauf que c'est un jeu de Square Enix qui est beaucoup basé sur l'art, sur le style visuel. C'est quelque chose qui est très beau, dans des couleurs qui sont très pastel. C'est un univers qui est super le fun. Puis tu suis une petite adolescente qui a des problèmes d'adolescent. Sauf que en découvrant son aventure, tu commences avec une histoire de meurtre. Sauf qu'elle voit un petit papillon bleu qui passe en même temps, et là, Butterfly Effect qui embarque. Elle a un contrôle sur le temps. Elle peut reculer le temps. Oh boy. Puis recommencer des séquences autant que tu veux. C'est que là, tu te ramasses d'un jeu qui est beau visuellement, qui est le fun, où que tu t'impliques émotionnellement de façon incroyable, mais en plus d'avoir des choix sur tes dialogues puis sur tes actions, ben, tu peux reculer dans le temps puis dire hey, si je prenais ce choix-là, qu'est-ce qui se passerait? Si je prends tel choix, c'est ça qui se passe. Là, tu fais comme j'ai vu les conséquences des 3 choix. Lequel que je prends? Un time loop. Tu sais, des fois, dans des autres jeux de Telltale, une fois que tu fais le choix, tu fais comme fuck. J'aurais aimé savoir. J'aurais pas dû faire ce choix-là. Parce que là, tu peux les essayer puis faire comme. Ouais. Puis là t'embarques là-dessus. Là, en plus, ils te prennent émotionnellement. Puis tu peux toutes les tester par faisant comme mais pourquoi lui? Puis pourquoi? Ah. Le jeu est génial, c'est super beau, c'est quelque chose qui se prend. Ça fait au-dessus d'un an qu'il est sorti à tout bout de champ. Là, vous pouvez avoir le Season Pass pour 6$, autant sur Xbox que ça soit sur PlayStation ou bien sur PC. Là. C'est un must pour tous les gens qui veulent. C'est un jeu qui prend 10-12 heures à faire au grand complet pour les 5 épisodes. Il y a un prequel qui vient de sortir, il va y avoir 3 épisodes. Le 3e épisode n'est pas encore sorti. Sérieusement, là, si vous voulez avoir quelque chose qui est le fun, même des fois pour les gamers qui ont des blondes qui détestent les jeux vidéo, là, c'est le point d'accès. Là, même si ça ne veut pas jouer, là, elle peut te regarder jouer. C'est comme si ça écouterait un petit saut sympathique. Là, hein? Puis elle peut regarder ça. C'est un gros must. Pat, ton poison, qu'est-ce que tu as goûté, vu, qu'est-ce qui te tente? Ben, moi, ce que j'ai fait, là, je me suis assis dans mon salon, j'ai regardé ma bibliothèque, puis j'ai dit, je me trouve 2 livres, je veux parler de super-héros, je me trouve 2 sujets hors normes qui sont pas liés à DC ou Marvel ou quoi que ce soit, puis je vous les punch. Donc,
Première suggestion, un livre que ça fait un bout que j'ai lu, là, par l'auteur Austin Grossman, Soon I Will Be Invincible. C'est l'histoire d'un criminel mastermind qui est enfermé en prison et qui va tenter sa 8e tentative de domination du monde. Puis en parallèle, on suit une nouvelle jeune femme cyborg qui joint un groupe de super-héros qui est comme un peu les Avengers ou les Justice League. C'est super le fun. Il y a plein de liens un peu partout. C'est quelle maison d'édition? Ah, bon sang, c'est un truc en anglais indépendant. OK, c'est indépendant pogné, complètement, là, mais c'est pas trop difficile à retrouver, que les gens veulent le retrouver. Là, tu trouves ça soit en numérique, tu es capable de le commander dans une librairie. Là. Quelqu'un de débrouillard, il va le trouver. Toujours. OK. Deuxième suggestion, ça se fait en anglais, ça se fait en français. À date, moi, j'en ai lu 2 en français. Il y en a 5. Ça s'appelle X-Zero. Encore là, un truc de super-héros. Toutefois, on twist l'histoire avec des zombies. C'est-à-dire que le monde a été dévasté par une épidémie de zombies. Il y a des super-héros qui tentent de sauver les gens, pognés là-dedans. Ils sont tous un peu particuliers. Il y en a une qui ressemble à Batman, qu'on ne voit jamais son visage, puis qui est complètement là, hyper by the book, tout ça. On sait que l'épidémie a été provoquée par eux autres. Là. C'est de leur faute. Là. Il est arrivé de quoi, ça a chier. C'est vraiment le fun. Là. Toutes les C'est accessible? Hyper accessible. Okay. Tu tripes zombie, tu tripes super-héros, tu lis 5 livres, puis tu délires. Ah ouais. Puis là, en plus, tu t'attaches aux personnages. Il y a des personnages qui sont super intéressants, qui ont des... Il y a une espèce de super... il ressemble à Superman, là. Puis il en mange toute une. Mais ce que tu me dis, c'est que c'est 5 livres, donc c'est fermé, là. C'est pas quelque chose qui repart. Puis le gars, il a ouvert son affaire, il a fini son histoire. Ça évolue tout le temps parce qu'il découvre qu'il y a eu un projet Captain America. Il trouve que ce projet-là, Captain America, arrive... Puis, excuse, mais on n'est pas tout seul. Il se rend compte qu'il y a des super vilains aussi, qu'ils sont peut-être survivants. Le prétexte des zombies est minime. C'est l'idée de la population qui trosse plus les super-héros. Là. Qui sont pognés entre les zombies et les super-héros. Exactement, c'est vraiment bon. Je vais y aller avec le mien. J'arrive du festival Frisson du Nord. J'ai eu l'occasion de voir des cours vraiment écœurants. Game of Death, on en avait parlé. Je pense que tu l'as vu, Pat. C'est délirant, Game of Death. Sérieusement, c'est québécois, c'est merveilleux. C'est éclaté, là. Il y a une toune des bébés qui va... Ah oui, la toune des bébés, là, à marque. Ça n'a aucun bon sens, les images qu'ils ont mis là-dessus. Très, très bon court-métrage. Mais je veux vous conseiller Feuille morte. Je pense que tu me disais que ça passait... Ben moi, j'ai vu dans la programmation de Super Écran, pour ceux qui y sont abonnés, c'est délirant là, de voir un truc québécois de même. Là. C'est un excellent film. J'ai eu l'occasion de parler avec les réalisateurs, des anciens de Philactère Cola, pour ceux qui se rappellent de ça. Là. C'est disponible sur iTunes. Donc, si vous voulez vraiment le voir, allez chercher. C'est un film qui est très lent, un rythme très lent. C'est un post-apocalypse. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas de zombies. C'est juste qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui tient dans la société. Et on suit... les 3 réalisateurs ont fait comme 3 petites histoires qui s'entremêlent et qui, à la fin, arrivent à la croisée des chemins. Donc, se rencontrent. Ça s'embrique très, très bien. Roy Dupuis est là-dedans. Sincèrement, c'est un bon et beau film. C'est bien fait, c'est bien tourné. Les personnages sont bien faits. C'est lent. Attendez-vous pas à quelque chose qui saute de partout, qui pète de partout, mais quand vous allez avoir passé au travers des 10-12 premières minutes que ça prend avant d'embarquer, vous allez apprécier le voyage. C'est comme un bon livre dans un voyage de train. Tu sais, il n'y a pas de up and down, il n'y a pas de gros paf, pif, pouf, mais c'est réconfortant, c'est bon. Puis à la fin du film, tu vas te dire « Wow, j'ai vu quelque chose d'exceptionnel. J'ai vu quelque chose de bien. J'ai vu quelque chose qui mérite que ça sorte en DVD, qui mérite qu'on explore un peu plus ce monde-là. » Et ça, tu fais ça sans zombies, sans tueurs, sans gros effets spéciaux. Ce n'est simplement que du survivalisme. Et c'est québécois. Et c'est québécois. Et c'est génial. Sincèrement, si vous avez l'occasion de le voir, soit à la télé payante ou encore aller les aider un petit peu sur iTunes, peut-être que vous n'êtes pas du genre à vous acheter des films sur iTunes, mais celui-là, faites-le une exception. Juste peut-être aller le voir par curiosité. Je suis convaincu que vous allez aimer ça. Moi, je l'ai vu en présentation à Frisson du Nord. J'ai vraiment adoré ça. J'ai eu l'occasion de parler avec les 2 réalisateurs. Puis ça rejoint un peu ce qu'on discutait tout à l'heure avec Patrick Sénécal, à quel point c'est pas facile au Québec là, de financer ce genre de film-là. Donc, si vous pouvez leur donner un petit coup de main et aller voir sur iTunes, ça va être quoi, 3-4$? Là?
C'est pas grand-chose, puis vous allez avoir quelque chose de québécois, vous allez pouvoir dire que vous l'avez vu, puis vous allez voir Roy Dupuis dans un rôle tellement différent. Il est coureur des bois avec une ceinture fléchée. C'est... Puis il parle pas. Puis il parle pas. Mais dans un mode survivaliste. C'est comme Avila, mais post-apocalypse. Mais c'est super bon. Sérieusement, je vais pas vous empêcher d'aller le voir. Donc, Feuille morte sur iTunes, vous allez trouver ça. Hey, ma gang d'injustes, on s'en va voir Justice League, puis on s'en rejase. Ouais, on s'en rejase. Bon, ben, au cinéma, les injustes. Les injustes. I thought my jokes were bad.